Bonjour Malia. La revue de presse avec vous, la presse marocaine particulièrement, qui nous parle de nos excès pendant le mois de Ramadan. Alors on me dit que votre micro ne fonctionne toujours pas. Alors je vais gagner du temps. Alors, nous sommes en pleine période du mois sacré de Ramadan. La presse marocaine se penche sur nos habitudes, c'est ce que vous allez nous expliquer, nos habitudes qui sont un peu excessives. Oui, alors Ramadan, mois de jeûne et de spiritualité ou d'excès et de mise en scène sociale, eh bien c'est le paradoxe que pointe du doigt notre article du matin du jour qui essaie de comprendre ce que cela veut dire de notre société. Eh bien, il parle simplement de cette tension entre le principe même du jeûne, mais aussi toutes les pratiques sociales qui se construisent autour. On le sait, c'est également un mois de privation, mais la tentation est bien évidemment grande, surtout devant des étals aussi chargés qui se vident également en quelques heures durant la journée. Mais il rappelle aussi que Ramadan, c'est surtout un moment social et l'abondance sur les tables répond aussi à une sorte d'espace de représentation sociale, surtout lorsqu'elles finissent bien, sur les réseaux sociaux. Mais attention, cela aussi peut impacter sur le plan psychologique et social. Et ça peut même créer, d'après l'article, une sorte de dissonance cognitive avec d'une part cet idéal de spiritualité, de sobriété, mais aussi d'autre part des pratiques sociales marquées par la surconsommation. Un excès que l'on retrouve également dans les offres, on les voit tous les jours, les offres de restauration qui se multiplient. On a aujourd'hui un exemple présenté par Femmes du Maroc qui nous présente une sélection de 5 tours incontournables au Maroc, du bistrot cosy à la table gastronomique, des offres allant de 250 à 1000 dirhams par personne. En moyenne, elles sont autour des 500 dirhams, souvent autour de buffets gargantuesques. Eh bien, c'est aussi des prix qui sont en total décalage avec le pouvoir d'achat marocain, des tours donc à prix d'or, mais qui associent surtout le mois de Ramadan au luxe, un mois censé prôner spiritualité, simplicité et surtout générosité envers les plus nécessiteux. Mais au-delà des prix très élevés, on a ici un chiffre qui est important et c'est 425 millions de dirhams d'investissement pour les publicitaires durant uniquement les 10 premiers jours du mois de Ramadan. C'est l'information rapportée par Maroc Diplomatique. Et donc, ça nous explique aussi que la télé reste très privilégiée par les publicitaires. Elle concentre 63% de cette somme et 40%, eh bien, c'est des publicités qui sont encore une fois liées à l'alimentation. Elle représente donc, on l'a dit, 40%, suivi des télécoms avec 21% des secteurs jugés encore très stratégiques à l'heure. Et oui, comme on est à l'heure surtout d'un mois de l'année, on est tous un peu comme sur la photo rivés sur nos télévisions, mais aussi sur les téléphones. Un excès qui se lit également, eh bien, on l'a dit, dans les étals de marché. Média 24 nous parle encore une fois d'une augmentation du prix des sardines. Ce produit très demandé durant le mois de Ramadan. Eh bien, son prix au niveau des marchés de gros passe à 17 dirhams, alors qu'en début du mois, il variait entre 3 dirhams 50 et 7 dirhams. Eh bien, la cause est simple, c'est une demande extrêmement forte par rapport à l'offre et donc conséquence des prix qui explosent et qui atteignent eh bien, dans les marchés de détaillants plus de 30 dirhams, notamment à Casablanca, comme eh bien, insiste dessus l'article. En somme, c'est donc une consommation à très forte échelle durant le mois de Ramadan qui réinterroge collectivement notre sens du jeûne. Ouais, effectivement, tout ça est parfois indécent, surtout quand tu as une bonne partie qui finit à la poubelle. Oui. Bref, on parle aussi du renforcement de la cybersécurité, cette fois à l'échelle du continent. Oui, parce qu'on l'a vu, il y a un essor au niveau des fintech, du e-commerce, en somme du numérique sur l'ensemble du continent. Eh bien, cela provoque des risques de cybersécurité et surtout des fraudes à l'identité. Eh bien, le 360 Afrique nous explique que eh bien, l'IA en particulier est derrière ces cas de fraude à plus de 69%. Eh bien, sachez-le, aussi un autre chiffre partagé par l'article, un visage est utilisé plus de 12 000 fois pour réaliser ces fraudes. La conséquence est majeure parce qu'elle va impliquer une menace sur la transformation financière de l'ensemble du continent. Pourquoi ? Parce qu'en 10 ans, eh bien, le nombre d'Africains ayant un compte financier, c'est-à-dire un compte bancaire sur les mobile money ou les banques digitales, a bondi de 34 à 60%, c'est-à-dire que 200 millions de nouveaux comptes aujourd'hui sont susceptibles d'être attaqués par des fraudes de cybersécurité. La cybersécurité, on le voit, qui devient un enjeu central pour les systèmes financiers africains. Mais ce n'est pas que la finance qui est concernée par ces risques. Eh bien, les plus hauts sommets décisionnels le sont également. On a un article de Gabon Actu qui, lui, fait le parallèle avec cette diplomatie sur Zoom qu'il considère comme étant une imprudence numérique des dirigeants ouest-africains, une
analyse apportée par Donis Aivi, qui est consultant en stratégie et communication. Il explique que depuis la pandémie du Covid-19, il y a beaucoup de réunions diplomatiques, en particulier en Afrique de l'Ouest, sur des sujets très sensibles comme la sécurité, les crises politiques ou encore les sanctions, se tiennent en visioconférence et souvent sur Zoom, qui est une entreprise américaine. Alors, il pose cette question cruciale: peut-on débattre de décisions politiques majeures sur des infrastructures technologiques que l'on ne contrôle pas? Il parle là d'une souveraineté numérique qui est devenue un enjeu géopolitique, et il parle aussi de ce risque, l'espionnage. Oui, parce qu'il y voit une manière de donner des éléments sensibles sur un plateau d'argent à travers ces plateformes. Mais bon, c'est quand même une problématique qui est au centre des préoccupations de l'ensemble du continent africain, continent qui va se retrouver autour du GITEX qui aura lieu le 8 avril à Marrakech, au Maroc, où la cybersécurité sera débattue. Pourquoi? Parce qu'on l'a dit, aujourd'hui, c'est aussi un enjeu pour protéger toutes les infrastructures numériques qui concernent l'économie, les citoyens, mais aussi les industries. C'est un point sensible car l'économie africaine repose sur ce numérique. Il est donc essentiel de la protéger et surtout de maintenir la confiance et la croissance. En somme, la cybersécurité devient une condition essentielle de souveraineté, mais aussi de développement économique du continent africain. La presse nous dit aussi que les enfants sont les premières victimes de la guerre. Oui, près d'un enfant sur 6 dans le monde vit dans un conflit armé. C'est ce que nous indique H24 Info. C'est environ 470 millions d'enfants selon l'ONU. Alors, l'article explique que ce n'est pas une question de règles inexistantes, mais c'est qu'elles ne sont pas appliquées. C'est donc un appel urgent aux États à toujours mettre les enfants au cœur des politiques de paix et de sécurité. Mais il y a aussi un pays où la guerre est vécue depuis des générations et des générations. C'est bien le Liban. Et Libna News nous partage un édito très intéressant. C'est notre article suivant qui, lui, commence par un texte très touchant. Il dit qu'au Liban, il existe une étrange fraternité, mais elle n'est pas née d'une idéologie, elle est surtout née de la peur, de l'attente, du bruit des bombardements. Et donc, c'est un article qui nous rappelle également que depuis le début du conflit au Moyen-Orient, plus de 200 000 enfants ont dû être déplacés selon l'UNICEF. Un pays donc qui transmet encore une fois ces traumatismes de guerre de génération en génération jusqu'à aujourd'hui. Et aussi, on le sait, la guerre évidemment touche les enfants qui sont dans les zones de conflit, mais la guerre est aussi vécue par les enfants qui la regardent. Et donc la presse du Canada nous pose cette question, et c'est surtout de nous montrer comment expliquer la guerre aux enfants, car des sondages indiquent aujourd'hui que beaucoup craignent une troisième guerre mondiale. Et il dit, s'ils avaient une baguette magique, la chose qu'ils régleraient en priorité, c'est la paix dans le monde. Un article qui donne des recommandations aux parents comme aux enseignants pour donner une information claire et adaptée à ces jeunes enfants, parce qu'in fine, les enfants reproduisent surtout les réactions de leurs parents et des enseignants qui ont donc la responsabilité de les informer sans alimenter la peur. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 11 mars 2026. Quel autre 11 mars avez-vous donc retenu dans l'histoire? Alors Rachid, je vais vous raconter un 11 mars où ce n'est pas une ni deux, mais 3 catastrophes qui arrivent le même jour au même endroit. Et oui, nous sommes en 2011 au Japon. Tout commence avec un séisme de magnitude 9 qui fait trembler violemment la côte du nord-ouest du pays. Quelques minutes plus tard, c'est une deuxième catastrophe qui frappe. C'est un tsunami gigantesque qui déferle sur plus de 600 km de littoral et engloutit tout sur son passage. Mais le pire reste à venir car les vagues submergent la centrale nucléaire de Fukushima où plusieurs réacteurs explosent dans les jours qui suivent. La troisième catastrophe devient donc nucléaire. Plus de 160 000 habitants sont évacués des villes qui sont, elles, entièrement abandonnées et une vaste zone est contaminée par des retombées radioactives. Le 11 mars 2011 reste ainsi dans l'histoire comme la triple catastrophe de Fukushima, un jour où la nature a frappé 2 fois et où l'homme tente encore, 15 ans plus tard, d'en maîtriser les conséquences. Merci beaucoup, Myriam Kokaina, pour cette revue de presse.